Tu es infirmière ou IPS? Tu as déjà pensé te lancer en pratique autonome, mais tu ne sais pas par où commencer? Clinique Prime t'ouvre la voie. Formation, outils et accompagnement, tout pour que tu pratiques à ton compte sans te casser la tête. Inscris-toi avant le 30 octobre et profite de rabais de 30%. C'est pas une blague, une économie de 30% pour une opportunité de bâtir ta liberté professionnelle. Va sur cliniqueprime.com et fais le bon choix. Ta carrière t'appartient. On va se le dire, les médecins de famille font des miracles avec pas grand-chose. Le ministre Christian Dubé, lui, fait pas grand-chose avec des milliards. Vous écoutez Réseau Enfer. Je vous souhaite la bienvenue dans Réseau Enfer, le podcast qui milite pour un réseau de la santé mieux connecté sur la réalité du réseau, celle des professionnels et celle des patients. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Un petit rappel, si vous aimez Réseau Enfer, n'oubliez pas d'en parler à vos collègues et vos amis. Bien sûr, un commentaire et un like sont toujours appréciés. Cet épisode se consacre à la médecine familiale. Un sujet qui fait souvent la manchette cette année en raison du projet de loi 106 du ministre Christian Dubé, qui propose grosso modo de rendre les médecins responsables collectivement de l'accès aux soins. Ça a l'air bien beau comme ça, mais encore une fois, le gouvernement ignore les avertissements des professionnels de la santé qui s'opposent majoritairement au PL 106. Moi, je retiens que la posture des gouvernements envers les professionnels qui tiennent le réseau à bout de bras depuis des décennies est toujours la même, méprisante et confrontante. On dit des infirmières qu'elles sont gourmandes, on offre aux paramédics une diminution de salaire, et ici, on accuse les médecins d'être fainéants et irresponsables. Qu'en pense notre invité de la semaine? Je vous laisse le découvrir maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une médecin de famille qui connaît de l'intérieur les défis de notre système, mais qui garde la passion de soigner les gens. Elle en a long à dire sur les mensonges et les demi-vérités du ministre Dubé, et elle désire remettre les pendules à l'heure. Je vous présente Dr Audrey Bertrand-Beauvais. Bonjour Audrey. Bonjour, Merci de ta participation à Réseau Enfer. ça me fait plaisir. Dans un premier temps, pourquoi choisir la médecine familiale? Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Oui, moi, dans le fond, j'ai gradué en 2012. J'ai choisi la médecine familiale parce que j'aimais soigner toutes les pathologies et tous les types de patients. Je travaille en GMF depuis le début de ma pratique. Actuellement, là, j'ai à peu près 1400 patients, dont 33% qui sont dits vulnérables, donc avec des conditions de santé peut-être plus intenses que les autres. Je fais des suivis de grossesse. J'ai dans ma pratique des bébés autant que des gens âgés dans les 90 ans. Je travaille aussi à l'hôpital sur les étages d'hospitalisation. J'en fais moins qu'avant. En début de pratique, je faisais beaucoup d'hôpital. Là, je suis un petit peu plus fatiguée depuis que j'ai eu mes deux enfants. J'ai deux enfants de 6 et 8 ans. C'est pas mal ça, mon parcours de pratique. Ça se comprend. Est-ce que tu dirais que ta pratique médicale est typique? Oui, je dirais que je corresponds à la majorité des médecins de famille. C'est sûr que les médecins de famille, on est présent un peu partout dans le système de santé. Je ne sais pas si c'est bien connu de notre auditoire, mais tu sais, quand vous allez à l'urgence, c'est un médecin de famille qui est là la grosse majorité du temps, sauf dans des centres tertiaires. Sur les étages, les médecins qui vous traitent, c'est des médecins de famille. En obstétrique, c'est des médecins de famille. Aux soins intensifs, pas partout, mais à beaucoup d'hôpitaux, c'est aussi des médecins de famille, en CHSLD, en CLSC, en clinique, dans les cliniques spécialisées, des infiltrations, les cliniques pour les gens qui prennent des drogues, les suivis particuliers, c'est tous des médecins de famille. Fait qu'on est présent un peu partout, puis on a tous des pratiques souvent et en clinique et ailleurs.
une gymnastique qui doit être exigeante parfois. Oui, parce qu'on est souvent sur plusieurs listes de garde, effectivement. Comment ça se passe depuis le début de ta pratique médicale? Est-ce que tu observes une amélioration ou une dégradation de l'environnement qu'on donne aux omnipraticiens? Ben, là, ça dépend de quel contexte on parle. Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue global, là, les gouvernements sont successivement entrés en confrontation avec les fédérations médicales. Puis je pense que ceci, c'est depuis la création de l'assurance maladie, même avant que nous, on soit peut-être nés. Cela dit, disons, depuis 2015, il y a beaucoup de dénigrement des médecins de famille sur la place publique. Depuis 6 mois, le climat il est juste exécrable à ce niveau-là. C'est Barrette qui a mis ça à la mode. Je pense que oui, effectivement. Je pense que ça nous rend très irritables actuellement à tout ce qui fonctionne pas. Mais mettons, pour avoir un point de vue un petit peu plus optimiste, moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 2012, c'était des dossiers papier dans les cliniques médicales. Fait que depuis ce temps-là, on a quand même amélioré beaucoup de choses. Dans les cliniques, on est complètement informatisé depuis 10 ans. On peut travailler de n'importe où en envoyant ce qu'on appelle des fax web dans les pharmacies, envoyer nos requêtes de radiologie, de rapports de laboratoire, envoyer les résultats aux patients, tout ça électronique, là. On a aussi accès, on va en parler plus tard, mais au conseil numérique, ça c'est accès à des spécialistes sur une plateforme numérique, accès à des dermatologues sur une plateforme numérique. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations, principalement dans nos GMF au niveau technologique, moins à l'hôpital. On est encore en dossier papier à l'hôpital. Fait que de ce point de vue-là, moi, je vois quand même une bonne amélioration. Fait qu'une réponse plus nuancée que ce que le ministre Dubé donne sur la place publique. Ah ben là, ça dépend toujours par rapport à Par rapport à par quoi? rapport à quoi. Ouais. Oui, Ben, c'est ça, bon, exactement. là, on va rentrer dans le PL6 depuis le printemps. Il y a eu beaucoup de médecins qui sont sortis sur la place publique pour réagir au PL 106. On a vu une forte opposition à ce projet de loi. Pourquoi sortir maintenant? C'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase pour toi? Mais le problème, je pense, avec le projet de loi 106, c'est que la prémisse de base, c'est que les médecins, leurs heures de travail, leur organisation, leur mode de rémunération est responsable de tous les maux du système de la santé. Ça, c'est une responsabilité que mes collègues et moi, on n'est pas prêts à prendre parce que c'est pas ce qu'on observe. Moi, personnellement, je suis mobilisée depuis le début, je devrais dire depuis des années, parce qu'en 2015, j'avais rencontré des députés. J'avais 3 ans de pratique, j'avais déjà la fibre un petit peu. Fait que là, depuis le printemps, j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au premier ministre, j'ai écrit aux députés. J'ai écrit dans les médias. Fait que participer au balado aujourd'hui, c'est juste un peu une continuité de tout ça. Est-ce que tu as eu des réponses? Oui, j'ai eu des réponses. Dans les médias, je dirais que c'est un journaliste sur deux qui m'a donné des réponses. Il y en a même avec qui j'ai pu parler, qui semblait assez conscientisé à tout ça. Pour ce qui est des députés, j'ai quand même réussi à parler à 2 députés de la CAQ, mais pas des députés qui étaient comme des représentants en santé, là, disons. Du côté des députés, est-ce que tu sentais que c'était plus un exercice de communication ou ils voulaient vraiment échanger avec toi? Je pense, je vais leur donner le bénéfice du doute, mais je pense qu'ils étaient intéressés à échanger. Après, quel est le réel pouvoir des députés? Je ne le connais pas, là. Ouais. En effet, ben, la CAQ a beaucoup de Top Gun, eux autres aussi, dans leur rang, mais on sent que les décisions sont concentrées et centralisées dans ce parti-là. Ben, j'ai pas réussi effectivement à Ouais. parler à quelqu'un de plus proche, disons, des décisions en santé, disons-le comme ça. Moi, je suis la page Spotted Soigné au Québec. Donc, quand je dis sur les réseaux sociaux, c'est là-dessus que je me base. On a l'impression que beaucoup de médecins se préparent à quitter le public ou la province. Est-ce que c'est véritablement, qu'est-ce qui se passe selon toi? Je dois faire attention pour répondre à cette question-là parce que c'est un sujet super sensible chez les Québécois, puis je veux pas que ma réponse ait l'air d'une quelconque menace, là. Je vais commencer par dire que moi, je veux pas partir, puis je veux pas réorienter ma pratique, puis c'est pour ça que je me mobilise, pour faire connaître notre réalité, puis espérer que le gouvernement recule. Cela dit, mon opinion, c'est qu'il y a un réel risque d'exode.
Parce qu'il y a beaucoup de médecins de famille dans la cinquantaine, la soixantaine. Je pense que c'est au-delà de 20% des médecins de famille qui ont au-delà de 60 ans, ce qui est énorme. Eux, là, ils sont indépendants financièrement, puis ils continuent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment leurs patients, puis parce qu'ils veulent pas les abandonner. Mais si on leur impose un rythme de travail d'enfer sous peine de pénalité financière, non seulement pour eux, mais pour leurs collègues, ben moi, je pense qu'il y a des risques qui veulent s'en aller. Je pense aussi à tous les jeunes médecins, là, ceux qui sont en train d'étudier leur médecine, là. Eux, c'est des citoyens du monde, là, puis ils sont bilingues, puis ils n'en ont peut-être pas d'attache encore. Fait que eux, pourquoi ils viendraient travailler dans une province où les médecins sont traités de cette façon-là? Là, je pense qu'il y a aussi un risque. Je pense qu'il y a un risque aussi à ceux qui ont moins d'attache, ceux qui sont à côté de l'Ontario, là. On n'arrête pas d'en entendre parler, mais eux, c'est assez facile de changer. Puis j'en connais plein personnellement qui ont demandé des permis ontariens, là. C'est pas que des menaces. Ils sont pas partis, ils n'ont pas pris leur décision, mais ils sont en train de se préparer. Fait que je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque aussi que les médecins veulent se réorienter, là, parce que les médecins de famille, je l'ai dit tantôt, mais j'ai pas tout dit, là, à la SAC, il y a des médecins de famille. À la CNSST, il y a des médecins de famille. En santé publique, il y a des médecins de famille. En médecine du travail, il y a des médecins de famille. Fait qu'il y en a plein qui peuvent se dire, ben, je vais réorienter une partie de ma pratique ailleurs. Je vais réorienter une partie de ma pratique en esthétique. Fait qu'il y a plein de risques de perdre des médecins. Puis en toi et moi, là, on perdrait 5% des médecins de famille, là, ce serait une catastrophe. Puis 5%, ça va vite, là. Donc oui, je pense qu'il y a il y a un risque d'exode. Puis on va très bien l'expliquer au fur et à mesure de l'épisode pourquoi on est si irrité actuellement. Très bien dit. Comparativement aux médias traditionnels, on va prendre le temps de décortiquer la situation point par point. On va commencer avec les journées de travail du médecin de famille. Le ministre Dubé accuse les médecins d'être fainéants. Depuis le mois de mai, c'est absurde le nombre d'articles et de reportages qui questionnent l'ardeur au travail des médecins. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Ça, c'est une grosse question. Fait que je vais te décortiquer ça en plusieurs chapitres, puis juste pas hésiter à m'arrêter si jamais il y a quelque chose qui nécessite plus d'explications, Pas de parce que c'est un problème. sujet quand même complexe. Premièrement, tout le monde peut aller voir sur Internet là, le document Portrait 2024 de la médecine de famille au Québec. C'est un document qui a été fait par la FMOQ qui explique vraiment bien en quelques pages, en quelques schémas, c'est quoi les journées de travail des médecins, c'est quoi les revenus moyens des médecins, etc. Fait que ça, vous pouvez aller voir ça, mais je vais vous l'expliquer quand même. Fait initialement, au printemps, là, au début de toute la saga actuelle, même avant le projet de loi 106, le gouvernement questionnait les journées travaillées des médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, les données auxquelles il a accès, c'est nos données RAMQ. Donc, ce qu'on facture à la RAMQ. Il n'y a pas accès à ce qu'on facture à d'autres organismes. Donc, un médecin qui travaille pour le Collège des médecins, un médecin qui travaille pour la CNSST, un médecin qui fait de l'enseignement, qui est payé par les universités. Tout ça, le gouvernement n'a pas accès à ça. Fait que ça, c'est la première chose. Ils n'ont jamais nos données de facturation totale. Ensuite, ils n'ont pas accès à ce qui est non facturable. Pour un médecin comme moi, là, disons, qui voit des patients sur une base régulière la semaine au bureau, on va dire je vois des patients 36 heures semaine, mais j'ai un autre 10 heures à faire de paperasse, on l'expliquera plus tard ce que c'est la paperasse, mais de travail dans mes dossiers pour lequel j'ai pas d'acte, donc je suis non rémunérée directement. En tout cas, c'est pas reconnu. Fait que quand on y pense pour un médecin comme moi, là, c'est quand même 20% là, de mon travail qui est comme pas reconnu, là. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis là, c'est pas juste un médecin comme moi, c'est tous les médecins, dans le fond. Ça, ensuite, dans les données préliminaires, dans le fond, initialement, le gouvernement incluait les médecins en maternité, qui, évidemment, quand on est en maternité, on ne travaille pas. Notre première année de pratique, on gradue en juillet, donc c'est sûr qu'on ne fait pas une année complète. Notre retraite, on ne la prend pas tout le temps le 31 décembre. Fait encore une fois, on n'a pas tout le temps une année complète. Il incluait les congés maladie, les retours de congés maladie. Fait que si on prend tout ça, ben, il incluait beaucoup de monde qui ne travaillait pas, mais pour des bonnes raisons. Puis il inclut même pas tout le travail complet qu'on fait. Il y avait aussi le nombre de journées travaillées. Dans le fond, une journée travaillée là, aux yeux de la RAMQ, là, j'ai été vérifier mes montants, là, pour avoir facturé 639 $. En bas de ça, ce n'est pas une journée travaillée. Donc, disons, moi, hier, j'ai travaillé dans mes dossiers de 8 heures le matin à 4h30 l'après-midi. J'ai appelé 2 patients dans ma journée. Le reste,
c'était pas avec des patients. J'ai facturé, en tout cas, même pas 100 $ et c'est une journée qui est comptée comme non travaillée. Pourtant, elle a été travaillée plus de 8 heures, Ouais, cette journée-là. c'est non négligeable, Euh, là. exactement. Puis les médecins de famille, je vous ai dit tantôt, les intensivistes, par exemple, là, eux, ils vont faire une garde de 72 heures. Ils peuvent bien travailler 22 heures sur 24, une journée dans ces 3 journées-là, facturer 3 000 $. Je dis n'importe quoi, j'ai aucune idée ça facture combien un intensiviste, là. Mais ça va être encore bien juste une journée travaillée. Fait que ça, c'était les données préliminaires. Là, on a entendu parler de l'étude du HEC. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent ont entendu parler aux médias, mais ça a fait grand bruit, là, je pense, au mois de mai. Puis l'étude, elle a été extrêmement critiquée. Puis elle a été, il y a une deuxième version qui a été publiée en septembre, là, puis je l'ai lue pour nous. Puis j'ai sorti des petits points saillants. Fait que cette nouvelle étude-là, sur laquelle se base le gouvernement pour dire qu'il y a beaucoup de médecins qui ne travaillent pas assez, donc si tout le monde travaillait à temps plein, on n'aurait pas de pénurie de médecins de famille. Bon, cette étude-là, au moins, elle exclut les 65 ans et plus, puis elle exclut les médecins en absence prolongée, puis les médecins qui travaillent en région éloignée. Fait qu'au moins, ça, c'est exclu. Donc, une méthodologie améliorée un peu, là. Disons un peu améliorée quand même. Puis elle tient compte aussi des maternités. Puis c'est ça. Fait que c'est déjà un peu mieux quand même. Par contre, l'étude, là, elle n'exclut pas la période pandémique. Et ça, c'est un gros, gros biais. Parce que pendant la période pandémique, les gens ne sortaient plus de chez eux, là. Fait que moi, j'étais, mettons, disponible pour faire un sans rendez-vous. J'étais disponible pour voir 20 patients le soir, mais il y en avait 3 qui s'inscrivaient parce que les gens étaient plus malades, se cassaient plus les orteils, se cassaient plus un bras en sortant Ouais. de chez eux. Hein? Fait que ça, là, il y a eu une grosse, grosse diminution d'actes pendant ce temps-là, mais qui n'était pas due aux médecins qui ne voulaient pas travailler. Aussi, pendant ce temps-là, on a été payé à tarif horaire sur les étages de COVID. Fait que là, ça vient un peu défaire la vitesse à laquelle on fait des actes, là, tu sais. Bon, donc cette période-là, tant qu'à moi, aurait dû être exclue. Ils ont aussi exclu les journées où les médecins ils ont facturé en bas d'un certain seuil, là. Ils ont utilisé des seuils différents pour chacune des années. Mettons, en 2023, ils ont exclu les journées où le médecin facturait en bas de 503 $, mettons. Encore une fois, ça, c'est incomplet parce que souvent, quand on facture des plus petits montants, c'est parce que, par exemple, on a fait une demi-journée avec les patients puis une demi-journée dans nos dossiers. Donc, ça, c'est une faiblesse tant qu'à moi. Par contre, ils ont utilisé la méthode équivalent temps plein pour contrer le fait d'une journée, disons, qui aurait duré 14 heures puis qui en vaudrait 2. Ça, ils l'ont tenu en compte. Fait que déjà un petit peu mieux. Encore une fois, l'étude n'accapte pas le travail non rémunéré des médecins, accapte pas le travail qui est payé par une autre entité. Alors là, tous les médecins qui font de l'enseignement, là, ils crient à l'injustice actuellement parce que eux, ils peuvent avoir 50% de leur rémunération qui vient de l'enseignement, puis actuellement, c'est comme s'ils travaillaient 50% du temps dans cette étude-là. Là, l'étude est conclue que 19% des omnipraticiens ont une pratique à faible intensité. Là, ils ont décrit ça par moins de 200 jours par an en équivalent temps plein, ou un nombre de visites par journée, un nombre d'actes par jour, qui équivaut au 40e percentile de la majorité des médecins. Mais tous les médecins en visite à domicile, par exemple, là, ils font pas. Moi, je vois 20 patients dans une journée. S'il fallait que j'aille à domicile, j'en verrais 4, là. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, bref, ils ont conclu que 19% des omnipraticiens sont à faible intensité en ne comptant pas une grosse partie de notre travail puis en n'excluant pas certaines pratiques. Fait qu'entre vous et moi, je suis pas sûre qu'on est capable d'aller chercher là, beaucoup de travail non effectué. Ce qu'ils ont très peu dit dans les médias, et là, j'ai été chercher le petit diagramme, dans la même étude, 24% des médecins ont 0 semaine d'absence par année, 13% ont 1 semaine d'absence par année, puis un autre 13% en ont 2. Alors, ça fait beaucoup de médecins qui travaillent énormément ça, là. Ça n'a pas été dit dans l'étude. Un dernier petit point là, que je t'amènerais par rapport à cette étude-là qui est vraiment intéressant. Ça montre à quel point on fait dire n'importe quoi aux chiffres. Ouais. Avant 2018 ou 2019, quand on voyait un patient, disons pour un patient déprimé, puis qu'on faisait du support psychologique au patient, on pouvait charger notre visite, puis on pouvait charger de la psychothérapie.
Après 2018-2019, la nomenclature a changé. Pour pouvoir charger de la psychothérapie, les critères ont changé. Il fallait avoir une formation particulière que la majorité des médecins n'ont pas. Par contre, on a accès à un nouveau code où, quand on passe plus de 25 minutes avec les patients, on peut charger le nouveau code, mais qui ne s'appelle pas psychothérapie. L'étude, elle a conclu qu'en 2015 et 2023, il y a une baisse de 33 de la facturation de la psychothérapie chez les omnis. Donc, que ceci témoigne d'un désengagement notable dans ce secteur de pratique. Mais on ne s'est pas désengagé, on fait la même chose, on ne facture juste pas de la même façon parce que les actes ont changé. Puis ça, c'est jamais pris en compte dans ces études-là. Fait que faire très attention quand on compare des nombres d'actes. Entre autres, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, on pouvait facturer le counseling tabagique. On le fait encore, mais on ne peut plus le facturer. Fait que juste ça, c'est un volume d'actes annuel énorme qui a diminué, mais on fait la même pratique, là. Fait qu'on ne peut pas conclure qu'on travaille moins parce qu'on fait moins d'actes. Fait que ça, à prendre en considération. Fait qu'il y a une grosse question de nomenclature, là, jouer avec les mots. Puis, pour résumer un peu ce que tu dis, là, grossièrement, Ouais. on presse un citron qui est déjà pressé. Ben, c'est surtout on nous a tellement fait passer pour des gens qui Ouais. travaillaient très peu et gagnaient beaucoup. Le mal est fait un peu. On dirait qu'on a beau essayer d'expliquer ça. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on travaille pas, puis qu'on fait des gros revenus. C'est pas la réalité. Mais le mal est fait. C'est quand même ça qu'il y a dans la tête des gens. Pas tous les gens quand même. Mais c'est dommage parce que c'est pas la réalité. Donc, selon toi, c'est quoi le pourcentage de médecins qui seraient réellement à temps partiel? Ben là, moi, je vais donner le pourcentage qui est donné par la FMOQ, là, quand on enlève les maternités, les médecins en Ouais. maladie, etc., les retraites, les débuts de pratique, là, Logiquement. c'est autour de 5 des médecins qui sont à temps partiel et qui n'ont pas de raison connue. Mais tu sais, il faut faire attention, pas de raison connue. Ils ont peut-être 3 enfants avec besoins particuliers, là. On le sait pas. Donc, tous ces mensonges-là et ces demi-vérités, c'est un peu une façon de vous faire mal paraître, puis pouvoir vous faire porter le chapeau des insuccès du réseau, tout en pouvant diminuer votre salaire. Mais il ne faut pas oublier que sur toutes vos heures de travail, vous perdez beaucoup de temps dans la paperasse. Peux-tu nous donner une idée de qu'est-ce que ça implique quand on parle de paperasse? Oui, ça, je suis contente qu'on pose la question parce que je trouve que notre terme, il est pas bon. Paperasse, les gens comprennent pas, ils ont l'impression qu'on fait des papiers ou qu'on fait notre facturation. C'est pas ça, la paperasse. Si moi, je te vois au bureau pour un mal de ventre, pour dire quelque chose qui dure depuis longtemps, je vais demander des prises de sang, des analyses de sel, puis un rayon X du ventre pour dire quelque chose. Bien, tous ces résultats-là, je vais les recevoir et je vais devoir les analyser. C'est ça le travail d'un médecin aussi. Les gens ils ont l'impression des fois qu'on sait tout, qu'on met notre main sur le ventre de quelqu'un puis qu'on sait qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas ça la job d'un médecin. La job d'un médecin, c'est très cérébral, il y a beaucoup de réflexion. Fait que quand moi je reçois ça, je réouvre votre dossier, je rouvre ma note, je regarde c'est quoi mes hypothèses diagnostiques, puis là, à l'aide des tests que j'ai demandés, je vais infirmer certaines hypothèses. Puis là, ça va me prendre un temps, là. Peut-être que pour une personne, ça va être 5 minutes. Pour une autre, ça va être plus long parce que c'est, par exemple, un bilan d'insuffisance rénale chronique que j'ai demandé. Puis il faut que je regarde la médication. Celui-là, je vais l'arrêter. Celui-là, je vais le diminuer. Je vais devoir demander ça, telle autre prise de sang dans un mois. Tout ce processus-là de réflexion, il prend du temps, puis il est non reconnu parce que moi, je facture, on va en parler plus loin, mais à l'acte quand je vois mon patient. Fait que le gouvernement et tout le monde n'a aucune façon de savoir le temps que je passe à faire ça. Il y a aussi des formulaires, évidemment, là-dedans, mais c'est pas la majorité. Puis ma facturation, disons, je la compte même pas là-dedans parce que je paye une compagnie pour la faire, là. Fait que c'est vraiment juste le travail qui est lié au patient et qui fait que je fais une bonne prise en charge de mon patient, finalement. Il y a aussi des discussions, là. Ça va m'arriver d'appeler la pharmacienne de mon GMF. OK, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire avec ça, telle affaire? De répondre aux questions des infirmières cliniciennes qui m'ont envoyé 8 tâches avec qu'est-ce qu'ils ont fait avec mes patients, c'est quoi la suite pour tel médicament. Fait que tout ça, c'est non reconnu, mais c'est essentiel. Puis on ne pourra jamais faire travailler un médecin avec des patients
100% du temps. C'est impossible. Il y a au moins 20% qui va devoir être en paperasse, qu'on appelle, qui n'est pas le bon terme selon moi. La grosse partie de la paperasse, dans le fond, c'est dans l'interprétation de tous les examens que tu as demandés. Exactement. Puis le suivi multidisciplinaire de nos patients, parce que de plus en plus, on veut travailler avec d'autres professionnels, mais ça, là, ça veut dire qu'on jase avec d'autres professionnels de nos patients. Puis, il faut le faire de plus en plus. Tant qu'à moi, c'est de la bonne médecine. Sauf que ça prend du temps. Si le gouvernement avait vraiment voulu savoir c'était quoi notre vraie charge de travail, il aurait pu, il y a 1 an, il y a 6 mois, créer un code d'acte que dès qu'on faisait de la paperasse, on mettait ce code d'acte-là avec le temps, mais pas payant, là, pas pour faire des sous, là, juste pour avoir un meilleur portrait. Il aurait pu le faire. Je suis certaine qu'ils se sont fait dire la suggestion. D'ailleurs, moi, je l'ai envoyé au moins à qui voulait bien l'entendre, puis j'ai jamais eu de nouvelles Sans là-dessus. retour. Mais je trouve que ça aurait été une excellente façon de voir c'était quoi notre charge de travail. Tu sais, moi, le nombre de fois que je couche les enfants le soir puis que je réouvre mes affaires 1 demi-heure, 45 minutes, 1 heure pour le lendemain commencer ma journée sans avoir plein de documents non vus accumulés. Mais ça, ce temps-là, il est là puis il faut l'accepter. Dans certains pays, dans certaines provinces canadiennes, on en parlera plus tard, mais il est payé, là, ce temps-là. Présentement, le gouvernement sort le fouet pourtant pour vous faire travailler plus. Est-ce qu'il y a réellement un enjeu de productivité? Concernant tout ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression que la réponse c'est non, là, mais pourquoi on sort le fouet selon toi? C'est une excellente question parce que je pense qu'on est une cible facile. Oui, hein, je pense que oui. Oui, je pense qu'on est une cible facile. C'est ça. Je sais pas. Faudrait poser la question à un politicien. Je vais essayer de recevoir un politicien, mais j'ai comme l'impression qu'on ne voudra pas participer. Bon. Écoute, ce gouvernement-là a toujours négocié de cette façon-là. Moi, je l'ai vécu en tant qu'infirmier. Les paramédics le vivent aussi. Tu sais, ils sortent sur la place publique, ils nous dénigrent, ils disent que nos syndicats veulent juste plus d'argent. Euh, Bref, c'est pas du nouveau. Puis, ils nous font passer comme si on était absolument fermé au dialogue, ce qu'ils sont en train de faire avec vous aussi. Est-ce que les médecins sont ouverts au dialogue, selon toi? Oui, les médecins sont ouverts au dialogue, puis je prendrais cette question-là un peu pour amener la question de la rémunération et du changement de rémunération. Je commencerai juste par expliquer notre rémunération actuelle, elle fonctionne comment, juste parce que tout le monde dit que c'est tellement compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. On facture à l'acte. Donc, quand je vois quelqu'un ou que je fais un rendez-vous téléphonique, je facture un acte. Mon acte de base, là, comme médecin de famille, juste vous donner une idée, il est 50 OK? Fait que la majorité du temps, c'est ça que je facture. Quand un patient est vulnérable, je charge 60 Un médecin qui aurait moins de 500 patients, OK, les supposément fainéants, là, eux, au lieu de charger 50, ils chargent 40 et 50 si le patient est vulnérable. Donc, les médecins qui ont une plus petite clientèle sont déjà pénalisés à chaque acte qu'ils posent. Fait que ça, c'est le paiement à l'acte. À noter que quand je fais une prescription, c'est pas un acte. Et si j'appelais un patient pour un résultat normal, là, ce que je fais jamais, mais dans le sens où je mets ça sur son portail patient, mais c'est pas un acte. Le ministre avait déjà dit sur ses réseaux sociaux qu'une prescription, c'est un acte. C'est faux. Juste pour que les gens ils sachent que quand on reçoit des renouvellements de prescriptions à faire, on n'a pas de bénéfice monétaire à recevoir. Je pense que c'est un mythe assez répandu, ça, que les prescriptions sont des actes. Oui, mais ce n'est pas un acte et ça fait partie de la paperasse, je ne l'ai pas dit tantôt, là. Moi, personnellement, j'en ai très peu parce qu'à chaque fois que je vois mes patients, je me fais un devoir de renouveler pour 2 ans, même si je les vois pour un rhume, parce que je déteste recevoir des renouvellements hors rendez-vous. Mais il y a des médecins qui ne fonctionnent pas comme ça puis qui en ont vraiment beaucoup des renouvellements hors rendez-vous. Alors, on ne fait pas une scène avec ça, juste vous dire, là. On a aussi ce qui est intéressant, des forfaits annuels par patient. Donc, par patient inscrit, moi, mettons, j'ai 1400 patients, j'ai 1400 forfaits annuels. J'ai des forfaits annuels plus élevés pour les vulnérables. Puis j'ai aussi des forfaits annuels pour mes journées travaillées. Fait que c'est, je pense, en haut de, je veux pas dire de niaiserie, on va dire autour de 200 jours et plus, là, on reçoit des montants. Moi, mes montants de forfait représentent 20% de ce que je reçois. 80% l'acte, 20% de forfait. Fait qu'avec ce que j'ai dit jusqu'à date, là, les médecins qui travaillent plus
sont vraiment payés plus. Donc, la rémunération actuelle encourage la productivité. Un médecin qui travaillerait 2 jours semaine, il ne fait pas 40% de lui qui en travaille 5. Là. Il fait beaucoup moins que ça parce qu'il ne va pas toucher tous les forfaits de journée travaillée, puis à l'acte, il facture moins cher. Fait que ça, c'est le premier mythe, là. Parce qu'on dit tout le temps que notre rémunération, notre rémunération n'est pas parfaite, là, parce que pour des médecins qui travaillent en santé mentale, qui travaillent avec des populations vulnérables, ben eux, ils vont passer beaucoup plus de temps, mais leur acte ne sera pas payé plus cher. Fait que eux, la rémunération actuelle est peut-être pas tout à fait juste, disons-le comme ça. Fait que, dans le fond, ça, c'est notre rémunération des dernières années. Puis le gouvernement, dans le fond, il aimerait aller de l'avant avec la capitation. Fait que là, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, la capitation. Pas du tout, vas-y. Pas du tout, je vais l'expliquer un petit peu. La capitation, c'est 50% environ là, du revenu qui vient des patients inscrits. Donc là, je vous ai dit que moi, là, actuellement, c'est à peu près 20%, là, ça serait comme 50%. Et 25% qui vient de l'acte et 25% qui vient à l'heure. OK, pour essayer de compenser le fait que justement, quand on travaille le soir. Puis ça, c'est un modèle qui fonctionne, entre autres, en Colombie-Britannique. On n'est pas contre, en fait, changer ça, là, mais on va s'en reparler un petit peu plus tard dans le balado. On n'est pas contre, c'est juste qu'il faut faire attention quand on change de mode de rémunération parce qu'on ne peut pas d'une année à une autre avoir 30% de changement de revenus parce qu'on a changé le mode de rémunération. Il faut être certain de prendre le temps, de bien le négocier avec les médecins, de faire des exemples, là, d'avoir des médecins types, puis de s'assurer que la rémunération concorde parce que moi, je suis comme tout le monde, là, j'ai des dépenses fixes, une clinique, une maison, mais mon argent que je mets pour la retraite. Je ne pourrais pas, par exemple, absorber une diminution de 40% de revenus parce que le mode de rémunération a changé. Il n'y a aucun corps de métier qui accepterait ça. Il faut être logique. Personne ne veut accepter. Faut Non, être non. logique Puis aussi. nous, exactement, on est très ouvert à changer ça. Puis ça, la FMOQ, ça fait des années qu'elle le dit. C'est juste qu'il faut le faire pas en confrontation. Il faut le faire en collaboration si on veut que ça fonctionne. Oui, donc l'histoire du fouet, on repassera. On repasse. Puis, Ouais. si on fait un exercice, tu parles de toutes les dépenses que vous avez dans ton bureau, tu payes ton personnel, tu payes, je ne sais pas, ton intelligence artificielle, tu Ah ouais, payes ton je vais tout te dire local. ça. Oui, on s'en va vers là. Ben, ouais, on s'en va vers là. Ben, en fait, la liste de dépenses là, que les gens, parce que ce que les gens entendent dans les médias, ce qui a été rapporté, c'est les médecins de famille à temps plein font entre 300 et 400 000 par année. OK, fine. Temps plein, il faut faire attention. Là, tant qu'à moi, pour faire ces montants-là, c'est temps plus que plein. Là. C'est plus que du 40 heures semaine pour aller chercher ces revenus-là. Mais bon, disons. De ces revenus-là, on doit retirer nos frais de bureau. Donc, notre personnel, nos locaux, notre matériel. Puis, le personnel, là, ça a augmenté beaucoup là, dans les 5 dernières années avec la COVID. Pour garder notre personnel, on a quand même donné des bonnes augmentations, bien méritées là, en passant. Oui, et parce qu'il y a une Donc, inflation aussi, tout le monde cherche les augmentations. absolument. Puis, je veux dire, on n'a pas le choix de donner plus à notre personnel parce que l'épicerie coûte plus cher. Donc, les frais de bureau, pour donner une idée de grandeur, là, c'est 50 à 100 000 par année qui sort des poches du médecin. De son 300-400 000 de base, là, il y a 50 à 100 000 qui va directement pour payer les frais de bureau. Fait que arrêtons de dire qu'on fait 300-400 000, c'est pas vraiment ça qu'on fait, là. Fait que ça, c'est la première chose. Puis ça, La c'est à deuxième part, chose, excuse-moi, tu vas pouvoir continuer, là. ouais, Je voulais juste oui. dire, c'est à part si tu tombes malade puis que tu n'es pas en mesure de faire des Ah, ben semaines de là, travail. Si tu es en maternité exactement. puis que tu n'es pas en mesure de faire ta pratique aussi. Ben, en fait, moi, je me paye personnellement une assurance OK. maladie, une assurance invalidité, excuse-moi. Fait que si je t'invalide, j'ai non seulement une assurance invalidité, mais je me paye une assurance frais de bureau. Parce que demain matin, là, si je t'invalide, j'ai besoin de payer, subvenir aux besoins de ma famille, mais j'ai besoin de continuer à payer mon bureau. Oui, Mes collègues, ils paieront pas pour moi, là. non. Je me paye une assurance vie. Je me paye mon assurance pratique parce que je pourrais me faire poursuivre. Fait que ça, c'est tout en. Fait que les frais de bureau que je vous ai donnés, ça inclut pas ce que je vous dis là. Ouais, On de paye ta aussi poche. pour. Oui, exact. On paye aussi pour faire notre facturation, parce que notre facturation, ben, on pourrait le faire tout seul, là, mais
Mettons que je pense que j'ai d'autres choses à faire, comme voir des patients. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on délègue la majorité des médecins à des compagnies. On paye ça donc de nos poches. On paye notre intelligence artificielle dans le sens où moi, si tu viens me voir à mon bureau, je vais pas être en train d'écrire des notes tout le long. J'ai quelque chose qui enregistre notre conversation puis qui écrit mes notes. Ben ça, je le paye de ma poche. Puis aussi, tu sais, comme on disait tantôt, on n'a pas de revenus en maternité, fait qu'il faut les prévoir, les maternités. Il faut prévoir nos vacances aussi. Puis, il faut mettre de l'argent dans nos placements à chaque mois parce qu'on n'a pas de fonds de pension, là. Il n'y a pas l'employeur qui cotise un certain montant de fonds de pension. Fait que ça, c'est tout ce qu'on paye. Puis, en passant, la FMOQ a proposé au gouvernement de nous payer à l'heure, même pas salariés comme tel, juste nous payer à l'heure. Puis ça n'a pas été une solution retenue par le gouvernement. Moi, j'aimerais ça, être payé à l'heure. Ça a été le cas pendant la COVID. C'était beaucoup plus simple pour la facturation. On ne serait pas obligé d'avoir des compagnies de facturation. On pourrait être payé à l'heure avec des objectifs. Comme c'était le cas, la COVID, c'était, ben, tu as 25 patients à ta charge sur l'unité COVID, puis tu es payé tant de l'heure. J'aimais beaucoup ce concept-là, mais ça a l'air que le gouvernement l'aime moins. Je ne sais pas pourquoi. Ben, ça dépend si le gouvernement aurait besoin de prendre en charge toutes les dépenses que vous venez de parler, là, Non, ce serait non, important comme dépense. non, ça, oui, absolument, mais quand on nous payait à l'heure, ils ne prenaient pas en charge les dépenses. On restait travailleur autonome. C'est juste qu'au lieu d'être payé à l'acte, on nous payait à l'heure. OK. Euh, ça pourrait être fait, là. Il y a des endroits dans le Canada où c'est fait, là. Tu as mentionné plutôt que les nombreux freins à la productivité sont pénibles pour les médecins de famille. J'aimerais qu'on se penche là-dessus. Je suppose qu'il doit y Ouais. avoir beaucoup d'irritants administratifs et techniques, j'imagine en tout cas, si on se fie au reste du réseau. Oui, ben je vais en nommer quelques-uns. C'est pas une liste exhaustive. Puis encore une fois, arrête-moi s'il y a des choses qui sont pas claires ou qui Oui. nécessiteraient plus d'explications. Premièrement, il n'y a pas de triage dans les consultations. Moi, je suis un médecin assez disponible la majorité du temps. Donc, à 6 heures le matin, j'ai des places d'urgence qui ouvrent pour mes patients. Si quelqu'un se réveille avec un mal de gorge, il a le droit de prendre un rendez-vous avec moi. C'est quand même un petit peu problématique, sachant l'accès au réseau. Puis des fois, les gens, ils savent même pas qu'ils devraient pas consulter pour ça. C'est ça aussi, là, c'est pas tout le temps de la mauvaise foi des gens, là. Donc, on a besoin actuellement, là, pour les patients qui ont un médecin disponible, il y a un bar open de soins. Puis ça, c'est injuste pour toutes les autres. Donc, il faut qu'on fasse du triage. Il faut aussi faire du triage à ce que quelque chose qui n'a pas d'affaire au médecin n'aille pas au médecin. Il faut qu'on ait des ententes avec les physios, les optométristes, les dentistes. Fait que là, je nomme tous des professionnels qui ne sont pas dans nos GMF, mais il faudrait avoir des ententes aussi, d'avoir plus de travailleurs sociaux, des psychologues dans nos GMF, plus d'infirmières cliniciennes. Actuellement, à ma clinique, j'ai comme 5-6 infirmières pour 15-16 médecins. Ça devrait être l'inverse, là. Donc, il faut qu'il y ait un triage à la base. Là-dessus, le gouvernement, il faut quand même donner, ils ont eu quand même des bonnes idées, là. Vitrail, est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui. Fait que c'est un outil d'intelligence artificielle pour faire du triage à la source. En soi, c'est super intéressant. Nous, à la clinique, on avait tenté de faire quelque chose comme ça, il y a 10 ans, mais il n'y avait pas d'intelligence artificielle, fait que c'était tellement compliqué qu'on avait lâché ça. L'idée, elle est super bonne. C'est juste que l'outil n'est pas tout à fait prêt. Entre autres, il s'applique pour quand les secrétaires donnent les rendez-vous, mais pas pour les rendez-vous en ligne. Moi, c'est 80% de mes rendez-vous que mes patients prennent en ligne sur leur portail patient. Donc, il n'est pas tout à fait prêt, puis dans nos cadres GMF, on nous oblige à l'utiliser quand c'est rendu à nous de déployer. Fait qu'encore une fois, on nous oblige à utiliser un outil qui n'est pas tout à fait rendu là. Mais bon, j'essaie d'être optimiste puis de me dire que c'est un outil d'intelligence artificielle. Il va apprendre, puis nous aussi, on va apprendre. Donc, je pense que ça va être une bonne chose à, disons, moyen terme. Sauf que là où on se parle, c'est pas parfait. Est-ce que c'est géré localement? C'est votre GMF qui gère cette intelligence artificielle-là ou c'est le gouvernement qui gère ça puis qui centralise ça dans toutes les GMF? Dans le fond, la compagnie, elle est privée, Vitrail, Oui. là. Et le gouvernement a choisi celle-là. Je pense pas que c'est un mauvais choix, là. Moi, on a rencontré un des représentants, puis ça avait de l'air super. Après, l'outil va s'appliquer à notre GMF. Fait que, disons, on n'a pas de physio au début ou pas d'entente avec des physios, ben, il n'enverra pas nos patients en physio, là. Fait que, encore une fois, c'est pas parfait parce que pour que ce soit parfait, il faudrait qu'on ait des ententes avec plus de professionnels, ce qui n'est pas le cas. Parce que je pense qu'au public, les autres professionnels ne sont pas assez payés. Les psychologues, les physios, ils sont moins payés qu'au privé. Pourquoi ils viendraient travailler au public?
je pose la question, là. Mais on a besoin d'eux en même temps parce que c'est pas logique de me payer moi pour essayer d'enseigner des exercices de genoux alors que ma formation équivaut pas à 2% de la formation du physio. C'est pas logique de faire ça, puis de me payer plus cher, là. Pas logique. Fait que ça, c'est un irritant. Puis, à part Vitrail, non, le gouvernement, il nous demande des objectifs, mais il ne nous a jamais offert plus de ressources. Il a même dit qu'il n'en offrirait pas plus. Donc, Oui, fait que ça, c'est un produisez problème, là. plus, mais on vous en donne pas plus. Faites avec ce que vous avez déjà. Mais c'est ça, mais ça marche pas. Non. Ça fonctionnera pas. Bon, ensuite, là, je vais t'amener sur la radiologie, les délais en radiologie. Ça, c'est terrible parce que les examens urgents, on n'est pas capable de les avoir urgents. Puis les examens pas urgents, les délais, ils sont tellement longs. Puis après, il y a des délais pour recevoir le rapport d'un autre 2, 3 mois. Ça, ce que ça fait, c'est que, mettons, quand moi, je vois un patient, il a perdu du poids, je suis inquiète pour un cancer, je demande un scan, je le demande en moins d'un mois. Souvent, je ne l'ai pas en dedans de moins d'un mois. Moi, je me mets un système de rappel. Fait qu'à chaque vendredi, je vais voir mes rappels. Et là, je regarde, ça a-tu été fait? Puis là, ça n'a jamais été fait. Fait que je suis embourbée dans mes rappels pendant comme 6 mois, le temps qu'il fasse son examen, que j'aille la lecture. Ben c'est ça, je suis embourbée pendant 6 mois. Fait qu'on peut s'imaginer le nombre de rappels pour 1400 patients. Moi, je me mets des rappels, pas à toutes, mais à tout ce qui potentiellement pourrait avoir quelque chose de grave pour être sûr de rien échapper. Je vais vous dire que j'en passe du temps à vérifier ça. Mais là, je ne veux pas jeter le blâme sur les radiologistes ou sur les équipes en radiologie. Là. C'est une question de gestion, là, tout ça. Entre autres, à mon hôpital, ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour dicter les laboratoires parce que, bon, supposément que le réseau n'est pas rendu là. Mais ça, donc, le radiologiste, il dicte. Il y a une secrétaire qui tape. Le rapport lui est renvoyé, il corrige, il renvoie s'il y a des corrections et ainsi de suite. Ça Et fait ensuite, beaucoup ça met d'étapes. éventuellement fait beaucoup d'étapes avant que ça soit envoyé papier dans ma case à l'hôpital, ramassé par une de mes secrétaires qui le numérise pour que moi je le vois dans mon dossier médical électronique. Je pense que je me suis perdu moi-même là, dans l'explication. Ah, c'est correct, on a compris l'idée. Est-ce qu'on parle de quel genre de délai habituellement pour les radios? Mais comme 2 mois, là, OK. c'est terrible, là. Ouais. Au centre radiologique à côté de ma clinique, qui est un centre où les gens payent pas, là, mais c'est dans le fond, c'est pas l'hôpital qui gère, là, c'est privé, mais les médecins facturent à la RAMQ. C'est déjà mieux quand même, là. Les rapports urgents, eux, ils sont lus par intelligence artificielle puis ils rentrent la journée même. Fait que ça, c'est déjà mes fractures, ils rentrent la journée même, disons. Versus, à l'hôpital, ils sont souvent lus la journée même, mais il faut que j'écoute la dictée. Écouter une dictée, là, c'est choquant quand même. Surtout quand, mettons, c'est une résonance magnétique. C'est épouvantable. Fait que ça, c'est un autre. Puis ça, ben, le gouvernement va vous répondre qu'ils veulent mettre des critères aussi aux radiologistes, là, puis les pénaliser de X% s'ils lisent pas les examens en temps de temps. Mais encore une fois, je pense pas qu'eux non plus vont avoir plus de ressources. Non, Fait c'est que ça. Il j'ai un gros. faut gérer tous les irritants que vous parlez. C'est ça qu'il faut corriger, dans le fond, pour améliorer votre Exactement. productivité. C'est votre environnement de travail qui est souvent problématique, Oui, puis les moyens que vous exactement. avez. Exact. Fait que là, je vais amener sur une autre chose, les délais en spécialité. Ouais. Là, ça, c'est une autre affaire. Dans le fond, quand on veut que nos patients voient des spécialistes, on envoie au CRDS, le Centre de distribution régionale. Ça, c'est bien quand même à la base dans le sens où c'est un formulaire web. On coche ce que notre patient a, on met les détails. Il y a certains formulaires, mettons en neurologie, qui sont quand même bien faits, qui vont nous dire, avez-vous essayé ça avant de nous envoyer? Est-ce que telle imagerie a été faite, etc. Fait que ça, c'est quand même bien. C'est juste qu'après, les demandes sont classées 10 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, et les délais ne sont pas respectés, je dirais 50% des spécialités. Fait que ça, c'est un problème aussi, parce que là, les gens s'attendent, on leur dit, ben là, vous devriez voir l'ORL en dedans de 3 mois. Ben, au bout de 3 mois, ils l'ont pas vu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rappellent à la clinique. Ouais. Là, nous, on regarde, elle est où la demande? Pourquoi? OK, bon, ça a été dépassé, mais ça a été bien reçu, ça devrait être correct. Ou le patient, mettons, qui est en arrêt de travail pour une douleur au genou, moi, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Il est en attente de voir l'orthopédiste pour évaluer une chirurgie. Ben, si l'évaluation prend 6 mois, puis qu'avoir la chirurgie, ça prend 1 an, ben, il va être en arrêt de travail dans mon bureau à chaque mois pendant 1 an et demi pour quelque chose que je peux pas régler. Fait que pendant ce temps-là, ça embourbe mon horaire à moi. Fait que ça, c'est un gros irritant, là. Alors, il faut que
les demandes de consultation, des spécialistes qui, ben pas ce qu'ils disent tous, mais je pense qu'eux aussi trouvent que des fois certaines de nos demandes sont pas pertinentes ou qu'on aurait pu essayer telle affaire ou qu'il manque tel prérequis. Fait que ça serait une bonne chose qui est un système de triage pour eux aussi, pour être sûr que quand on les demande, ce soit pertinent puis qu'on ait tout fait ce qu'il faut. Fait que là aussi, là, il y a de la pertinence à revoir. Mais ça, c'est pas adressé encore. Il y a certaines spécialités qui font très bien en passant. Là. Tu sais, je pense à ma région, gastro-entérologue, c'est toujours respecté, c'est très clair. Des fois, ils trouvent que notre demande, elle devrait pas avoir lieu. Ils nous envoient de la documentation puis ils nous disent quoi faire avec notre patient. Il y a des médecins qui s'insultent, moi pas du tout. Je suis vraiment contente quand ça arrive. Je gère tout ça puis je me le mets en note pour la prochaine fois. Fait que, tu sais, il y a des endroits où ça fonctionne bien, mais il faut revoir ça. Ben, bravo à eux, mais en même temps, ça veut pas dire que parce qu'un endroit fonctionne bien, c'est pas les autres qui sont problématiques nécessairement, là. Tu Non, parlais du système de non. triage, il faudrait mettre ça de l'avant. En attendant que l'intelligence Ouais. artificielle soit prête, est-ce que ça pourrait être pertinent que ce soit un humain qui fasse ce système de triage-là? Mais c'est ça qu'ils font, là. Justement, en OK. gastro, c'est des humains qui le font. Ils Ah, prennent le temps de le faire. Mais il y a des spécialités où euh, ils ont peut-être plus de pénurie que d'autres, puis c'est plus difficile ouais. de prendre du temps pour faire ça. Mais oui, oui, absolument, c'est des humains, c'est ça. Puis des L'autre régions chose aussi aussi, qui ouais. doivent avoir plus de difficultés à Oui, engager. mais oui, c'est tellement variable d'une région à l'autre, ça, c'est une autre chose. On peut demander une spécialité dans notre région, ça va prendre 1 an, puis dans la région d'à côté, ça va prendre 2 mois, puis il n'y a pas moyen que ça communique entre les régions. Ça, c'est une autre affaire que les spécialistes Malheureusement. déplorent du CRDS. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, tout à revoir. Puis ça non plus, j'ai pas entendu. On dirait que j'ai même pas entendu le ministre parler de ça. Le comprend-il? Je ne sais pas. Fait que ça. Ensuite, on a parlé Santé Québec. Hein? Moi, je ne sais pas ce que ça fait Santé Québec. Moi, j'aimerais ça avoir un gestionnaire de Santé Y a-t-il Québec. quelqu'un qui sait? Euh, ben, peut-être. J'aimerais ça, moi, avoir accès à un gestionnaire. Là. À chaque semaine, là, on s'appelle, on se texte. OK, mes enjeux, c'est ça. Les enjeux que vous aimeriez que nous, on travaille, c'est ça. Sur quoi on peut travailler pour augmenter là, localement notre efficacité. On n'a pas ça, là. Je sais même pas à qui il faut que je m'adresse quand il y a un problème, là. Quand j'ai un problème avec les soins à domicile pour dire quelque chose, il faut que je monte dans l'organigramme avec la téléphoniste de l'hôpital pour trouver à qui m'adresser. Quand je le trouve, ça va bien, là. C'est Maintenant, pas j'ai les numéros normal, de puis téléphone, tu là. perds beaucoup Mais de non, temps là-dessus, là. oui, absolument, absolument. Quand on a un enjeu, juste trouver le gestionnaire, ça me prend du temps. C'est Eh, pas normal, ça. Bon, ça. Ensuite, là, tu sais, nous, notre clinique, nous, on serait une super clinique pour la capitation parce que la capitation, ce qui est le fun avec ça, c'est que l'acte n'a pas besoin d'être posé par le médecin pour être payé finalement parce qu'on reçoit un montant annuel par patient. Donc, on peut engager des gens puis déléguer, un peu faire comme les dentistes font. Là. Eux, ils délèguent en dessous d'eux. Mais pour ça, il faut une grosse clinique là, en termes de superficie, puis il faut du personnel. Là, nous, on avait une possibilité de grossir, puis on ne l'a pas pris parce que ça fait 6 mois qu'on se sent dans une insécurité financière par rapport à notre avenir. On va en parler un peu là, avec le projet de loi 106. Bien là, dans cette insécurité-là, on ne va pas aller s'embarquer dans un bail le double de ce qu'on paye actuellement. Fait que le fait que notre rémunération, on la remette en question aux 3 mois dans les médias, qu'on parle de nous, que notre rémunération s'applique pas, est pas appliquée l'inflation parce que là, je ne sais pas d'où ça sort, mais justement, l'étude du HEC dit qu'on a été augmenté depuis 2000, je ne sais plus trop, 10 de 63%. La FMOQ dit, ben non, c'est parce qu'il y a plus de médecins que l'enveloppe, elle est plus grande. Mais moi, mon acte de base n'a pas été augmenté depuis 2019. Fait qu'on me dira ce qu'on voudra. Je facture la même chose depuis 2019. Pourtant, mes secrétaires me coûtent plus cher. Là. Donc, j'ai besoin d'un mode de rémunération stable dont on va arrêter de parler. Je veux plus en entendre parler dans les médias, ça m'irrite. Je voudrais qu'on se décide, qu'on collabore, puis qu'après ça, on n'en parle plus, puis que l'inflation soit considérée dans mon mode de rémunération. Comme ça, je vais pouvoir faire des plans à long terme. Fait qu'on a besoin d'arrêter d'avoir de l'insécurité. On a besoin que nous, les cadres GMF, à chaque année, le gouvernement ou aux 2 ans, le gouvernement nous pousse un nouveau cadre avec des nouvelles normes, des nouvelles obligations. Il faut arrêter ça parce que là, nous, à chaque fois, on doit se restructurer. On perd du temps à faire ça. Il faut se décider comment on va fonctionner, c'est quoi les obligations, puis arrêter de les changer dans le temps parce que ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup d'efficacité. oui, je suis d'accord. Puis je dirais qu'en général, il faut que le réseau arrête de faire ça aussi. Le réseau arrête pas de se structurer puis se déstructurer. C'est à chaque nouveau Oui. ministre de la Santé, c'est une nouvelle réforme qui
qui défait un peu ce que les autres réformes ont fait ou qui ajoute une couche plutôt de bureaucratie, mais à un moment donné, il faut avancer, il faut enlever les irritants, faut que ce soit épuré Oui, tout ça. absolument. Puis il faut arrêter de centraliser parce que c'est pas Ah, vrai que c'est les terrible. régions ils ont les mêmes besoins puis les mêmes défis. On a besoin de solutions locales puis très locales, là. J'ai Mhm. besoin que mon GMF parle avec un gestionnaire plus haut. Même pas l'ensemble des GMF, là. Ça a besoin d'être local, les solutions. Puis Parce que ça, là, c'est pas le on est cas, même là. plus centralisé, on est rendu hyper centralisé, là, Ouais, c'est terrible. Puis tout ça, ça coûte plus cher, puis c'est moins efficace que des solutions locales. absolument. Oui. Bon, si on parle de productivité, ben, il faut parler des heures de travail des cliniques puis des médecins. À quoi ça ressemble pour les GMF? Bien, je vais juste commencer par redire que les médecins de famille, on est déjà présents partout dans le Oui. réseau, donc avec des listes de garde, là. Donc, avant de travailler au GMF, mettons un médecin comme moi qui fait de l'hôpital, quand je garde à l'hôpital, c'est 7 jours en ligne où je vois mes patients dans le jour, soir quand même, là, parce que souvent, on finit pas nos tournées de patients seulement dans la journée. On est de garde pour eux le soir et la nuit, fait qu'on se fait appeler le soir. On doit prendre des décisions de chez nous, des fois retourner, puis on se fait appeler la nuit pour nos patients quand ils vont pas bien, là. Fait que moi, j'ai 22 ou 25 patients à mon nom, puis je suis responsable d'eux pendant 7 jours en ligne. Fait que des soirs, des fins de semaine, en fait déjà, disons, là. Et puis ça, c'est moi, mais c'est comme ça pour tous les médecins de famille. Ça a déjà de l'air moins fainéant que ce que décrit le ministre Dubé, là. À l'écouter, vous partez à 3 heures le vendredi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Les GMF, ensuite, on a dans nos contrats GMF, on a des obligations d'ouverture. Puis là, ça dépend de la grosseur du GMF. Nous, on est ouvert de 8 heures le matin à 9 heures le soir, du lundi au jeudi. On est ouvert le vendredi jusqu'à 4 heures, puis on est ouvert le samedi matin, le dimanche matin. Et il y a toujours, on doit avoir une couverture pendant ces heures-là, donc minimalement un médecin, mais on s'entend le lundi dans la journée, on peut être 15 médecins, puis de soir, il y a le médecin qui couvre les urgences le soir. Donc, la première chose, c'est si on demande à des médecins de faire que les heures GMF soient plus longues et qu'il y ait plus de médecins, parce que là, c'est ça que le ministre veut faire. Il veut, disons, qu'on ait, je pense, 15 ou 20 de notre facturation en GMF qui soit faite en heures défavorables, ce qui est énorme. Moi, personnellement, je vois pas tellement la pertinence là, de traiter des cholestérols le soir, là, dans le sens, je fais la même job de jour, puis j'en fais déjà des soirs et des fins de semaine, fait que je trouve ça un petit peu fâchant de traiter des conditions non urgentes en heures défavorables en GMF. Mais disons qu'on veut pousser l'exercice, bien, premièrement, si on me demande d'être ouvert plus d'heures puis d'avoir plus de médecins, mais je vais avoir besoin de plus de personnel de soutien. OK. Actuellement, de soir, il y a un médecin puis une infirmière. Mais là, si on veut faire rentrer plusieurs médecins, ça va prendre des secrétaires, des infirmières. On va les trouver où? Qui va vouloir faire des soirs? Parce que c'est ça la réalité, là. Les gens, c'est correct de faire des soirs quand c'est obligatoire, là, dans une urgence, dans un hôpital, des soirs, des nuits, on n'a pas le choix. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça en GMF? Je pose la question. Parce que la plupart du Euh, personnel qui travaille en GMF, c'est ça qu'ils viennent rechercher un peu aussi, un bel Exactement, horaire de jour. oui. Oui, absolument, oui. Puis nos infirmières auxiliaires, ils couvrent avec nous les soirs et les fins de semaine, fait qu'ils en font eux aussi. Nos infirmières cliniciennes travaillent aussi de soir. Ils font un soir semaine chacune pour offrir des rendez-vous à la clientèle de soir. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'il se passe rien de soir, là. L'autre chose aussi, c'est que de soir, on n'a accès à rien, là. Les pharmacies sont fermées. Je sais pas ta pharmacie à toi, mais moi, la mienne, elle ferme à 8 heures maintenant. Il y en a même qui ferment plus tôt que ça. Le soir, j'ai pas accès à aucune prise de sang pour mes patients. J'ai pas accès au rapport de radiologie. Ils peuvent aller à l'hôpital passer leur radiographie, mais je vais avoir le rapport dicté le lendemain, certain. J'ai pas accès à des électrocardiogrammes. J'ai pas accès aux gens qui travaillent dans les programmes au CLSC. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un à la CNESST, j'ai pas accès. Les spécialistes sont de garde, mais chez eux, ils vont pas me dire ah oui, envoie-la à ma clinique externe, je vais regarder ça. Ils vont l'envoyer le lendemain. Fait que
même souvent quand on travaille, quand on fait notre urgence de soir en GMF, on est quand même limité dans nos moyens. Puis le lendemain matin, on ouvre nos affaires puis on finit les tâches qu'on n'a pas été capable de faire de soir. Fait que c'est pas si efficace que ça, Non. travailler de soir. C'est correct de le faire, mais je vois pas la pertinence de le faire plus. Si on veut qu'on soit plus dans nos GMF le soir, ben, il va falloir nous enlever ailleurs, tout simplement, là. Donc, il va falloir faire comme le reste du Canada. Ben, C'est c'est ça que ça. j'allais dire. Si plus de médecins font plus de soirs en GMF, logiquement, ça veut dire que vous faites moins de gardes à l'hôpital, vous faites moins d'autres. Ben oui, mais ça, je n'ai pas vu ça, là, de nulle part Ouais. passer. Fait que je sais pas c'est quoi la logique derrière ça. L'autre chose aussi, si un de mes patients à moi se présente à 8 heures le soir pour un infarctus à l'urgence, entre toi puis moi, si je l'avais vu en GMF, je le renvoie à l'urgence. Fait que c'est bien parfait qu'il soit là. Si un patient à moi se présente à l'urgence à 8 heures le soir parce qu'il a mal au genou depuis 8 mois, bien, on a une entente depuis des années avec l'urgence, les P4, P5, on les reprend dans nos cliniques. Donc, l'urgence a accès à des plages dans nos cliniques en dedans de 24 heures pour nous renvoyer tout ce qui n'a pas rapport à l'urgence. Ces plages-là ne sont pas pleines à chaque jour. C'est dire que nos patients arrivent à nous consulter le jour pour des affaires qui ont à être gérées en GMF. Puis, de toute façon, si jamais ils consultaient de soir puis qu'il n'y avait pas d'affaires là, ils sont rescapés le lendemain dans notre GMF. Donc, de toute façon, on a déjà ces ententes-là. Il y a déjà des médecins de famille qui travaillent le soir, la nuit dans des urgences, les fins de semaine. Je ne vois pas la pertinence d'en ajouter encore plus dans les GMF. Peut-être on pourrait en faire un petit peu plus la fin de semaine. On pourrait être ouvert le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Tout ça, ça se négocie avec le gouvernement, mais il faut juste le négocier puis le discuter, puis que les gens à l'autre bout de la table comprennent pourquoi on a une réticence à en faire plus en heure défavorable. Au lieu d'essayer de le passer dans un projet de loi sous bâillon à l'Assemblée nationale. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. D'ailleurs, ce projet de loi-là, le PL 106, il y a eu beaucoup de publicité d'investis de la part du gouvernement. Est-ce que tu as vu les chiffres passer sur les montants qu'ils ont investis en publicité pour promouvoir leur projet de loi? J'ai pas vu les chiffres passer, C'était- mais j'ai entendu les publicités. Ouais. Oui, puis je les ai entendus, disons, quand je travaillais de soir en GMF à la radio qui joue dans ma salle d'attente. Ça m'a vraiment irritée. Moi, j'avais plein d'idées en entendant ça. Je me disais, on pourrait faire des campagnes de publicité sur quand consulter quand on attrape un virus. Tu sais, c'est quoi les raisons, les signes qui nous feraient consulter un médecin? Quoi faire si on se fait piquer par une tique? Penser à aller voir son physio quand on a mal au genou, l'optométriste quand on a un problème visuel. Tout ça, là, pour moi, là, ça serait plus payant au niveau de la santé publique. J'aurais des belles idées si quelqu'un voulait m'en parler. Ah ben peut-être un poste à la CAQ qui t'attend. Peut-être. C'était des centaines de milliers de dollars. Là. Je pense qu'on parlait de 400 000 dollars en publicité. C'est cher pour un projet de loi impopulaire. Absolument, oui. Je ne peux qu'être d'accord. Oui, on va enfin aborder ce que contient concrètement le projet de loi 106. Ce qui saute aux yeux, comme je mentionnais, c'est qu'on sort encore le fouet. On a présentement un mode de rémunération qui récompense la performance, mais là, puis des incitatifs individuels pour prendre en charge un plus grand nombre de patients, puis les plus vulnérables aussi. Maintenant, le gouvernement veut un mode de rémunération qui punit collectivement un groupe de médecins qui n'atteint pas des objectifs. Quels objectifs, je pense, c'est même pas encore déterminé. Mais juste de le dire comme ça sonne absurde. Qu'est-ce que tu en penses? Dans le fond, ça aussi, c'est une grosse question. On a plusieurs chantiers actuellement avec le gouvernement, OK? Puis je pense que ça devient un peu mêlant parce que le gouvernement nous attaque un peu sur plusieurs fronts, là. Le premier chantier, c'est pas le projet de loi, là, c'est la réforme du mode de rémunération des médecins, comme on a parlé tantôt. C'est avec quoi on est d'accord. On serait d'accord pour le mode de capitation, comme on a dit, donc un montant par patient, un montant à l'acte et un montant à l'heure. L'affaire, c'est qu'actuellement, dans les négociations, les montants que le gouvernement nous propose sont tellement bas qu'un médecin comme moi ou comme la majorité serait diminué d'emblée de 50 à 60 % de son revenu juste en changeant le mode de rémunération. Fait que là, juste là, ça n'a pas d'allure. On est
comme déjà un peu irritée de ça. Puis en plus, je ne l'ai pas dit, mais le montant de capitation, là, le montant par patient, il ne serait pas versé au médecin, il serait versé au GMF. Fait que là, allô, la chicane dans les GMF pour se redistribuer l'argent après. Ça n'a comme aucun sens. Fait que ça, c'est le premier chantier qui est très irritant pour nous. Puis les montants que le gouvernement nous offre, ils sont publics. Ils ont été publicisés. Fait que j'invite les gens à aller voir, puis ils jugeront eux-mêmes s'ils trouvent qu'un médecin de famille, ça vaut ou pas ces montants-là. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le cadre GMF, que le gouvernement veut nous pousser le nouveau cadre avec 7 jours d'ouverture, 12 heures par jour, 7 jours par semaine. On doit avoir 30% de nos patients dans de 72 heures, obligation d'utiliser les outils comme Vitrail. Bon, il y a plein d'obligations là-dedans. Ça, c'est le deuxième chantier sur lequel on est super irrité parce qu'on ne nous donne pas plus d'infirmières ou de travailleurs sociaux ou de ressources, là. On fait juste nous imposer encore des nouvelles choses. Troisièmement, le projet de loi 106. Ça, au début, c'était 25%, maintenant, c'est 15% de la rémunération qui serait conditionnelle à l'atteinte d'objectifs de groupe. On ne sait pas quel groupe, hein? Ça va être mon GMF, la région, la province, on ne sait pas. Et là, j'ai été les chercher, moi, les objectifs, là. Ah, tu les as. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont complets, mais ouais. Fait que, prise en charge à l'urgence à l'intérieur de 90 minutes par le médecin. Ça, c'est assez drôle parce que c'est comme si le médecin était la seule personne responsable des délais à l'urgence. En tout cas, il n'y a pas de pénurie d'infirmières, il n'y a pas de pénurie de personnes qui font la désinfection des locaux permettant de changer entre les Il n'y patients. a pas des urgences pleines qui débordent déjà, puis des patients qui Il y a pas- attendent, qui n'ont même pas de civière. Il n'y a pas plein de personnes âgées qui peuvent rentrer en même temps en Ouais. civière. Tu sais, bon, en tout cas, fait que ça. Ensuite, durée moyenne n'excédant pas 16h30 pour les usagers sur civière, puis 4h45 pour les usagers ambulatoires. Ça, c'est le temps que les gens passeraient à l'urgence. Donc, les usagers sur civière, souvent, c'est des gens qui vont être hospitalisés. Je vais juste dire que c'est fréquent que l'urgentologue voit le patient, dise ce patient-là va être hospitalisé. Moi, médecin hospitaliste, je suis avisée, je m'en vais à l'urgence faire ma prise en charge du patient. Donc, moi, j'ai fait ma job. Mais des fois, il monte 24 heures plus tard. Mais moi, là, je suis pas responsable du tout, là. Je gère pas les lits de l'hôpital. Moi, j'ai fait ma job. Je l'ai vu super vite cette journée-là. J'ai déjà tout prescrit mes affaires pour le lendemain matin, puis je vais le revoir le lendemain, peu importe il sera où dans l'hôpital. Mais là, je serais pénalisée si il y a un lit 24 heures plus tard plutôt que 16h30 plus tard. Moi, là, médecin, là, qui gère zéro les lits à l'hôpital, là. Alors, ça, comme pas d'allure. C'est pas logique. Ensuite, c'est pas logique. 90% des personnes ayant un niveau de vulnérabilité rouge et orange, ça serait des ultra vulnérables. Donc, 90% de ces ultra vulnérables-là seraient affiliés à un milieu de soins et associés à un médecin. Ça veut dire que les cliniques vont garder leurs patients actuels, mais vont être obligés de prendre les patients très vulnérables dans le périmètre géographique autour de leur clinique. Ça veut dire que les cliniques où c'est très défavorisé et où il y a moins de médecins vont être vraiment pénalisés par rapport à ceux, disons, plus socio-économiquement favorisés où la population est déjà toute prise en charge. Alors là, attention, là, alors là, si on résume, là, moi, j'ai pensé à ça pour un médecin comme moi, disons, qui travaille déjà 45-50 heures semaine quand je ne suis pas de garde, parce que de garde, ça monte à 70. On me propose de faire plus de soirs de fin de semaine, de prendre plus de nouveaux patients, en plus de garder les miens. En échange, on me propose de passer à la capitation, donc de diminuer mes revenus de 50% et que la moitié de ce 50%-là soit versé à mon GMF, que je me chicane avec mes collègues pour l'avoir. Et en plus de ça, on va avoir des objectifs qu'on ne sera pas capable de respecter. Fait qu'on va s'appliquer un 15% de pénalité supplémentaire à ça. Pourquoi vous pensez qu'on est furieux? Puis, on ne te donnera pas aucun moyen supplémentaire pour atteindre Absolument. tes objectifs. Exactement. Pensez-vous que demain matin, la population va être mieux prise en charge et pensez-vous que les médecins vont rester les bras croisés à rien dire? Impossible. Non, tu fais une Ouais. offre comme ça, je peux pas croire qu'ils s'attendaient à ce que vous acceptiez ça. Puis, tu sais, ils peuvent vous accuser d'être fermé au dialogue après, mais quand tu reçois une offre insultante comme ça, c'est difficile de dialoguer, là. C'est quand même difficile. Puis aussi, ce que je trouve qui n'est pas tellement abordé, c'est le stress que ça génère chez les gens, là. Ouais. Là, je comprends que c'est gros, puis probablement que ça finira pas comme ça a juste pas d'allure, mais
quand, tu sais, les médecins, il y en a beaucoup qui ont un profil anxieux, là, parce que veut pas, pour se rendre là, il fallait avoir une petite anxiété pour être capable d'avoir les notes pour rentrer en médecine, et etc. Là, il y a beaucoup d'anxieux en médecine. Alors là, on nous menace de telles pénalités. Moi, là, je suis comme tout le monde. J'ai une maison à la hauteur de mes revenus, disons, des 10 dernières années. Je mets de l'argent pour la retraite. J'ai un train de vie, là, dans mon cas, qui n'est pas comme extrême, mais j'aimerais ça, pas avoir à vendre ma maison, puis pas avoir à fermer ma clinique, parce que je pourrais pas dire à ma secrétaire, hey, je vais te diminuer de 50%, comme moi j'ai été diminuée de Tu pourrais 50%, faire la ça a même comme pas offre, je sais pas d'allure. comment elle le recevrait. Mais non, mais ça n'a pas d'allure, je penserais jamais à faire ça à quelqu'un, C'est tu sais. irrespectueux, tout Donc, simplement. oui, c'est ça. Donc là, ça induit un stress financier. Puis là, on nous a tellement fait passer pour des millionnaires qui travaillaient pas, mais la réalité, c'est pas ça. Mhm. C'est qu'on travaille beaucoup. Oui, on est confortable. Ça reste qu'on a des dépenses comme tout le monde à la hauteur de nos revenus. Puis faut qu'on soit capable de continuer à faire nos paiements. Alors, on va pas commencer à dire aux médecins, ben dans le fond, on diminue vos revenus, vendez vos maisons. Ça, ça n'a pas d'allure, là. Un autre point important aussi, c'est la pénalité de 15% sur, qui est basée sur la performance collective. C'est quand même Ouais. qui accepterait que son revenu soit basé sur la performance de toi plus tous tes collègues ensemble? C'est C'est inconcevable. illogique. Oui, parce que la prémisse de base, c'était certains médecins ne travaillent pas Ouais. assez. On veut les faire travailler plus pour équilibrer. Mais là, finalement, ces médecins-là qui ne travaillent pas assez, on se rend compte qu'ils ne travailleront pas plus. Fait que c'est les gens qui sont théoriquement capables d'en faire plus, mais théoriquement, c'est large. Puis l'autre chose aussi qui a été un petit peu abordée, je pense, par le Collège des médecins, mais si on nous diminue à ce point, qu'on ne veut pas se réorienter ou changer de province. C'est quoi nos options? Augmenter notre cadence. Moi, actuellement, j'ai des rendez-vous téléphoniques aux 10 minutes, puis je vois mes patients aux 15 ou aux 20 minutes. Si j'augmente ma cadence pour être capable d'avoir à peu près le même revenu qu'avant, disons, est-ce que je vais offrir des bons soins à mes patients? Est-ce que je peux aller réellement plus vite que ce que je vais là? Moi, ça fait 13 ans que je pratique, j'ai mon rythme de croisière, je n'irai pas plus vite. Là. Fait que si je vais plus vite, je vais faire une moins bonne job. Je vais être plus à risque d'erreur médicale. Je vais être plus à risque de poursuite. Moi, je veux pas travailler dans cet environnement-là, mais les gens n'auront pas le choix parce que, comme je vous ai dit, avec ce qu'on nous propose, on sera plus capable de subvenir à nos paiements, là. Donc, on n'aura pas le choix d'augmenter notre vitesse. Le gouvernement, il dit non, non, on ne demandera pas aux médecins d'aller plus vite, mais non, ils nous demandent effectivement pas, ils nous disent pas aller plus vite, mais ils nous diminuent tellement notre rémunération, puis ils nous demandent tellement de prendre plus de patients que la solution, c'est juste d'aller plus vite, là. On vous force pas, mais on va vous punir si vous atteignez pas tel objectif. Puis ça va Ben, c'est dans le ça. sens de ce qu'on voit en général dans le réseau public. C'est toujours la quantité des soins qui est valorisée au lieu de la qualité. C'est comme si le gouvernement ne pouvait pas concevoir que un professionnel peut avoir besoin de temps avec son patient pour l'évaluer, le rassurer. Tu sais, il y a plein d'interventions possibles là, qui prennent plus que 2 minutes. Oui, absolument. Puis ça, c'est vrai que c'est pas valorisé. Puis c'est dommage parce que c'est les processus qu'on devrait optimiser, tout ce qu'on a parlé Mhm. précédemment. Mais on devrait pas tant optimiser le temps passé avec les gens. Oui, on n'a pas le choix de l'optimiser. Je veux dire, on peut pas prendre une demi-heure pour une otite, là. Ça aurait pas d'allure, mais c'est pas là qu'il faut aller jouer le plus parce que de toute façon, les médecins actuellement à l'acte, ben, ils ont déjà optimisé là, leur pratique pour faire du volume. Donc, il faut aller optimiser les processus puis valoriser la qualité du travail qu'on fait. C'est ça qui est important. Si on parle de la relève des médecins aussi, c'est pas intéressant tellement pour un jeune résident de se tourner vers la médecine familiale après tout ce que tu viens de mentionner. Ben là, ça fait des années qu'on essaye de valoriser la médecine familiale. Quand j'ai commencé à pratiquer, il y avait un gros écart de revenus entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. Cet écart-là, c'est aminci avec le temps. Quoi qu'il y en a encore un, mais c'est correct qu'il y en ait un. C'est juste que là, actuellement, le projet de loi 106, il va impacter les spécialistes. Le 15%, il va les impacter de la même façon, mais eux, ils n'ont pas de refonte de leur rémunération. Alors là, avec ce que j'ai dit là, la différence de revenus entre les deux va être tellement grande qu'il n'y a aucun résident qui va vouloir aller en médecine de famille. Ça, c'est un. Deuxièmement, les spécialistes, il y en a beaucoup qui ont leur clinique externe
dans l'hôpital, payés par l'hôpital. Il y en a beaucoup aussi qui ont des cliniques comme moi avec des dépenses, mais tous ceux qui ont leur clinique externe à l'hôpital, eux n'en payent pas de frais de bureau. Il y a encore une grande différence là entre les deux. Même si dans les faits, nos revenus, il y a une certaine différence, mais qui n'est pas si grande, est plus grande qu'elle ne paraît parce que nous, on est plus à payer beaucoup de frais de bureau. Là, on va aller encore augmenter ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire ça, on va détruire la médecine de famille. Puis c'est triste parce que ça fait des années qu'on veut valoriser la médecine de famille au Québec, puis que les postes de résidence à chaque année ne sont pas pleins en médecine de famille, alors que pour la majorité des spécialités, ils le sont. C'est vraiment dommage. La médecine de famille puis la pratique en GMF, c'est une super pratique. C'est le fun, c'est valorisant. Les patients, ils nous aiment, on les connaît. Il y a des défis sur le plan humain, il y a des défis sur le plan intellectuel. Moi, je regrette pas 2 secondes ma carrière. J'adore ce que je fais. Là, je suis découragée un petit peu, mais Avec raison. oui, mais je voudrais pas changer ça. C'est pour ça que je me mobilise parce que je me dis, il faut qu'on défende ce qu'on fait euh, pour éviter de se faire anéantir par tout ce qui est en train de nous arriver. On est déjà en pénurie du côté des médecins familiaux. Est-ce que Ouais. si ça passe, le projet de loi, t'anticipes que ça va se remarquer? À quelle échelle ça va se remarquer? Mais moi, j'ai peur, là. Tout le monde veut pas être le dernier qui va rester, là. Je vais vous avouer que j'ai peur. D'un autre côté, ça a tellement pas d'allure que je me dis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller puis ça passera pas de cette façon-là, mais ça va avoir écorché la médecine de famille. Ça fait 10 ans que ça dure. J'ai vraiment, vraiment espoir d'un gouvernement qui ne parle plus de nous comme ça sur la place publique, des médias qui arrêtent de parler de nous. J'aimerais ça quand on négocie, ce soit avec le gouvernement, mais pas sur la place publique. Je pense que c'est pas positif du tout, là. Est-ce que ça te choque aussi que ce soit un gouvernement très impopulaire qui cherche à imposer un projet de loi aussi autoritaire puis aussi dévastateur pour ta profession? Oui, mais je serais quand même fâchée, même si c'était un Ouais. gouvernement populaire, dans le sens où je serais fâchée, point. Ta question, c'est ont-ils la Ben oui. légitimité de... Là, je vais pas répondre à cette question-là, parce que je sais pas. Donc, Audrey, merci beaucoup pour avoir participé à Réseau Enfer. Je pense que ça te fait du bien de t'exprimer. Merci, effectivement. Bonne fin de journée. Merci à toi. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode très chargé jusqu'au bout. Dr Bertrand Beauvais nous a beaucoup appris sur le quotidien des médecins omnipraticiens et surtout, elle nous a donné des arguments supplémentaires pour s'opposer au PL 106. Avez-vous un point de vue différent ou d'autres arguments qu'on n'a pas mentionnés? Laissez-moi savoir dans la section commentaires ou dans une publication sur mon groupe Facebook Réseau Enfer. J'ai bien hâte de vous lire. Après 2 épisodes un peu plus politiques, on va faire changement un peu. Dans le prochain épisode, on va avoir une discussion avec une préposée aux bénéficiaires sur la dévalorisation de sa profession. Ratez pas ça, en plus j'ai une bonne surprise pour vous. Ici Carl l'infirmier qui vous dit ciao, à bientôt.